Parfait. Eh bien, bienvenue donc à tous que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas ou pas encore pour ce webinaire trimestriel donc ça fait depuis un petit moment maintenant, en tout cas tout au long de l'année dernière, nous tenons un webinaire chaque trimestre qui propose d'approfondir une question, un sujet en particulier. Euh, Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube pour revoir ceux de l'année dernière qui ont eu trait à l'IA, à la norme ISO, management de l'innovation, au KPI, etc. Et donc, nous commençons cette année 2025 avec un sujet évidemment qui nous tient à cœur chez Vianeo, c'est le sujet des méthodes pour innover. Euh, Si vous restez jusqu'au bout, vous aurez aussi une petite surprise, mais je fais un petit teasing euh, pour vous présenter quelque chose de nouveau chez Vianeo. Avant de commencer, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Yanou, qui est que je vais laisser se présenter. Et juste en introduction, donc Pascaline et moi qui sommes toutes les deux euh, qui travaillons à Vianeo, on va commencer cette présentation et on laissera la main à Bernard ensuite. Mais Bernard, si tu peux te présenter pour nous dire, et en particulier, pourquoi est-ce que on a le plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui? Merci Séverine, déjà de me permettre de témoigner au travers de ce webinaire. Moi je suis professeur en sciences de la conception à Centrale Supélec, hein, qui est une école d'ingénieurs que vous devez connaître et qui est une composante de l'université Paris-Saclay. Je suis professeur également en génie industriel et management de la R&D dans les entreprises et également directeur adjoint de la recherche en charge de la valorisation des projets Deep Tech des collègues chercheurs. Pourquoi tu me proposes de témoigner? Parce que j'ai contribué aussi depuis une quinzaine d'années à l'émergence d'une méthodologie en gestion de projets d'innovation qui s'avère finalement avoir des, des accointances avec le strategic business design de Vianeo. Et par ailleurs, j'apprécie beaucoup l'approche de Vianeo et je suis en train d'achever ma formation également à Vianeo. Donc il y a des accointances et tu m'as gentiment invité à présenter les aspects un peu différenciants de la méthodologie Radical Innovation Design. Ben, merci beaucoup, merci en tout cas de tous les échanges qu'on a déjà eus et qu'on aura nombreux dans le futur. Et donc, pour vous donner un peu le cadre de notre webinaire, on va avoir, on va dire 40 45 minutes de présentation et puis ensuite au moins 10 15 minutes d'échange. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de ces présentations. Le contenu de nos échanges vont être, enfin, de notre présentation plutôt, va être le suivant. Je vais commencer par vous parler des méthodes d'innovation. Pourquoi parlons-nous de méthodes? Et puis Pascaline va vraiment faire un focus sur toutes les différentes méthodes. Et je tiens à souligner que chez Vianeo, on aime bien justement considérer qu'en fait, il y a une quantité de méthodes et que aucune ne détient réellement de vérité, mais toutes participent à une compréhension des enjeux, d'enjeux et surtout aident les porteurs de projets. Et puis Bernard, donc partage d'expérience, c'est plutôt surtout présentation de la méthode READ et de ses spécificités. Et fort de toute la compréhension qu'on aura eue grâce au tour d'horizon de Pascaline, je pense que ce serait intéressant de voir justement comment READ s'insère dans ce paysage. Donc, sans plus attendre, commençons par ce sujet ce vaste sujet des méthodes. Mais pour commencer, on vous propose un petit sondage. Emma, je te laisse le lancer à vos claviers. Est-ce que vous pensez que les méthodes sont la clé d'une bonne conduite de projet? Je vous laisse y répondre et on reviendra sur le résultat à l'issue de ma présentation. Séverine, il faut comprendre projet innovant ou projet tout court? Oui, projet innovant, projet innovant, projet D'accord. innovant. D'ailleurs, dans le sondage, c'est projet innovant. Je crois qu'on a bien précisé. Euh,
Alors, attendez, parce que, hop, Alors, rentrons sur le sujet. J'enlève juste de mon écran le sondage. Donc, pour bien démarrer, et puis surtout démarrer avec humilité, je pense, c'est se dire que voilà, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc, qu'est-ce qu'une méthode et pourquoi est-ce qu'on parle tant de méthode? En fait, je pense que ce qui est important, c'est que l'objectif, c'est d'arriver à se comprendre, c'est d'arriver à rationaliser un chemin pour atteindre quelque chose. Voilà à quoi sert vraiment une méthode. Et en particulier, dans l'histoire du management, le sujet des méthodes est évidemment au cœur. Alors, euh, Emma, est-ce que tu peux faire attention à ce que les gens qui ne sont pas sur mute, tu les mets sur mute, s'il vous plaît? Très gênant. Voilà, c'est bon, super, merci beaucoup. Donc, les méthodes, comme je le disais, c'est évidemment sont très liées avec ce sujet de management, de gestion, de rationalisation en fait d'un sujet. Et ce qu'on a pu observer, c'est que, en particulier depuis les années 50, les sujets comme la gestion de projet, la gestion de la qualité, et aujourd'hui depuis 2000 et en particulier 2010, le sujet du management de l'innovation est devenu cœur dans les pratiques des entreprises. Et donc, on cherche à rationaliser, on cherche à cadrer, on cherche à organiser pour arriver à une vision partagée. Euh, mais pour autant, par rapport au sujet de l'innovation, on peut considérer que c'est assez antinomique de se dire que l'on parle de méthode, alors que par définition, on est en pleine incertitude et que on ne sait pas a priori où on va et vers où on se lance et donc cadrer cette réflexion, alors que justement, c'est le fruit de l'incertitude souvent qui fait naître l'innovation. Donc, pourquoi ce cadrage? Et qui plus est, ce cadrage qui de plus en plus devient, on va dire, formalisé, et notamment, vous l'avez peut-être vu sortir, la norme ISO 56001 qui propose un système de management de l'innovation. Alors attention, c'est pas un cadrage de l'innovation en tant que tel, c'est un cadrage du système de management de l'innovation. Donc c'est une organisation, c'est la proposition d'une organisation, des pierres angulaires qui vont permettre à une organisation d'innover. Donc on est bien dans cet état d'esprit, on se dit le but du jeu, c'est d'avoir une sorte de structure qui va permettre de comprendre un peu mieux où on va et comment on y va. Et au cœur justement de ce système de management de l'innovation, comme vous le voyez ici sur ce schéma vient tout droit de la norme ISO, vous avez ce moteur en fait qui va permettre de passer de l'idée ou d'une opportunité, d'une intention à une création de valeur. Et c'est ici, au cœur de ce moteur, encore une fois, de ce réacteur qui permet l'innovation, c'est ici que s'inscrit vraiment ce sujet des méthodes sur lesquelles nous allons ensemble aujourd'hui faire un zoom. Donc depuis les années, on va dire 2000, en particulier depuis la bulle Internet, et là où il n'y avait pas encore vraiment justement de méthode et que l'on considérait finalement que l'innovation, c'était le fruit soit d'un visionnaire éclairé tel un Steve Jobs ou de geeks au fond d'un garage, on a vu émerger un grand nombre de méthodologies. Certaines existaient enfin, avant, mais elles ont toutes été formalisées et surtout ont trouvé leur place avec des enjeux qui sont vraiment toujours de proposer un espace de compréhension et de partage d'un sujet par définition très incertain. Donc c'est au travers de toutes ces méthodes qu'on va, enfin en tout cas on va présenter l'ensemble de ces méthodes et on va les présenter sous un angle évidemment qui est l'angle de Vianeo. Peut-être certains d'entre vous connaissent la marelle ou certains la découvrent. L'idée, c'est de montrer qu'en fait, ce cheminement de l'idée à la création de valeur, c'est un cheminement qui peut tout à fait être structuré, qui peut être tout à fait rationalisé dans une logique
qui va permettre en fait de mieux comprendre et de mieux réduire en fait l'incertitude et valider les hypothèses qui émanent au fur et à mesure où ce pavé, comme si on reprend l'image d'une des slides précédentes, où ce pavé prend sa place dans un environnement, dans le monde, dans un écosystème. Et donc, ce qu'on a constaté depuis le démarrage de Vianéo, je l'ai pas dit en démarrage, mais donc j'ai co-créé Vianéo en 2008. Et Pascaline m'a rejoint en 2012 et on travaille donc sur cette compréhension et surtout cet appui aux innovateurs pour les aider à mieux partager, à mieux avancer, à mieux valider, à mieux structurer leurs projets. Et donc au fur et à mesure de ce travail depuis tant d'années, on s'est rendu compte que finalement, à travers ce questionnement que propose la Marelle Vianéo, les méthodologies prennent la place et trouvent vraiment leur place. Je vais y revenir plus en détail. Je voudrais juste faire un tout petit détour avant de rentrer dans le détail de cette marelle sur un enjeu fondamental qui n'est pas tant une méthode mais une posture. Et là, pour le coup, on est assez, on va dire, convaincu chez Vianéo qu'il faut absolument l'acquérir pour déjà être en capacité d'utiliser ces méthodes propres à l'innovation. Cette bonne posture, pour ceux qui nous connaissent, c'est l'effectuation. L'effectuation, donc, qui est née en tout cas, qui a été, on va dire, formalisée et à travers des travaux de recherche de Sarah Sarasvati, une professeure aux États-Unis, dès 2001, et en fait, qui présente la différence entre l'approche d'une méthodologie euh, causale, dont on sait a priori l'objectif à atteindre, et là qui est le propre d'un projet, on va dire, risqué mais pas incertain. Et donc, dans cette posture-là, on va aller définir tous les moyens qui nous permettent d'atteindre les objectifs, mais dans un contexte incertain qui est propre à l'innovation. Définir l'objectif alors qu'on ne le connaît pas et qu'on va le découvrir, c'est souvent s'assurer d'aller droit dans le mur. Donc pour cela, cette posture à adopter, c'est l'effectuation. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent parce que c'est de plus en plus répandu. Et l'objectif, c'est vraiment déjà de se dire que on ne sait pas où on va, mais le meilleur moyen d'y aller, c'est de faire acte de tous les moyens à sa disposition pour pouvoir atteindre non pas un objectif, mais pour pouvoir construire un chemin qui va progressivement se consolider et permettre d'avancer. Donc déjà, enfin, j'insiste sur le fait que avant même de s'approprier des méthodes propres à l'innovation, il faut d'abord s'approprier cette posture qui est clé pour être dans le bon état d'esprit d'accueillir justement l'incertitude et de s'ouvrir à toutes les opportunités qui vont se présenter pour, encore une fois, avoir comme objectif de construire ce chemin et le meilleur pour le projet que l'on porte. Revenons maintenant à voilà, donc un petit truc pour retenir l'effectuation, c'est très simple. Ce soir, en rentrant à la maison, vous ouvrez votre frigo et vous faites avec ce que vous avez, au lieu d'ouvrir un livre de recettes ou d'aller au restaurant prendre une pizza. Là, vous êtes en mode causal et si vous ouvrez votre frigo, vous êtes en mode effectual. Donc ça, c'est un petit truc à tester tous les jours et ça vous rendra toujours plus effectual. Revenons à présent à nos méthodes. Et avant de laisser la parole à Pascaline, euh, je voudrais juste voilà, vous partager en fait le pourquoi c'est intéressant d'avoir des méthodes et pourquoi ça peut vraiment aider un projet. Le problème, entre guillemets, et l'intérêt aussi de l'innovation, et le problème de l'innovateur, c'est que finalement, il est dans une posture de détective, il a une énigme à résoudre qui est qu'est-ce que je vends et à qui, ou quelle valeur je vais apporter et à qui. Comme tout détective, il a à sa portée un ensemble d'indices. Donc là, vous avez des exemples, des éléments, des variables. Euh, mais le bon détective, si vous en connaissez ou si vous avez vu des bons films à ce sujet, c'est celui qui va savoir se poser les bonnes questions, va savoir bien évidemment aller au front, chercher l'information, c'est la clé, se confronter à la réalité, et
in fine, et c'est là la clé, et c'est là où les méthodes apportent vraiment un support très important, c'est celui qui va savoir faire les bonnes relations entre toutes ces informations. Et une fois qu'il aura su faire ces relations, à ce moment-là, il sera en mesure d'atteindre ce niveau de conviction qui va lui dire, oui, c'est bien ce chemin-là qu'il faut suivre, c'est bien ces éléments-là que j'ai aujourd'hui en mes mains qui me permettent d'avancer. Donc voilà à quoi servent les méthodes. Les méthodes servent à se poser les bonnes questions. Bon, pousser à aller au front, chercher l'information, j'ai envie de dire ça, c'est inhérent et indispensable. Mais ensuite, la méthode sert à comprendre comment je vais relier ces informations pour mieux agir et acquérir on va pas dire cette certitude, mais cette conviction que le chemin à suivre en est un et pas un autre, basé sur ces éléments-là. Donc, ce que nous proposons à travers l'approche Vianeo, stratégie business design, c'est d'aider à rationaliser l'organisation de toutes ces variables pour une bonne fois pour toutes, ne se plus poser la question de, en fait, comment je navigue dans cette incertitude, mais plutôt se focaliser sur le fond et sur les informations à aller chercher. Et donc voilà on va dire le cœur de la marelle et le fonctionnement de la marelle représenté ici, c'est ce lien entre toutes ces variables et tous ces indices. Et en cheminant surtout en utilisant la marelle, on se rend compte qu'on va devoir se mettre dans différentes postures de réflexion. Et donc, il y en a quatre grandes quand il s'agit d'innovation. Celle de avoir des idées au démarrage, donc l'idéation, évidemment explorer, se confronter à la réalité, à partir de là construire et puis in fine déployer. Et donc ce qu'on va vous montrer au travers des méthodes, et je vais laisser la main à Pascaline, c'est que finalement, dans tous ces stades-là de réflexion, d'idéation, d'exploration, de conception, et puis finalement de déploiement et de création de valeur in fine, des méthodes particulières sont intéressantes à utiliser et c'est important de savoir les utiliser non seulement à bon escient, mais aussi de savoir comment elles fonctionnent pour enrichir finalement la réflexion globale. Voilà, donc voilà pour mon introduction, un peu rapide, mais c'est pour vous montrer le contexte dans lequel à la fois Vianeo et son approche sincère, et puis surtout de comprendre comment on peut faire sens de toutes ces méthodes. Et là, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de se dire il y en a une meilleure qu'une autre, c'est plutôt de se dire il y en a une qui va être plus utile à un moment qu'à un autre. Avant de te laisser la main, Pascaline, nous voilà très rassurés puisque les résultats de notre petit sondage nous disent que, alors je partage, que un bon cadre permet à la magie créative d'opérer. Donc nous voilà rassurés, mais attention, effectivement, ne laissons place aussi à une pincée de spontanéité. C'est crucial. Et en fait, moi j'ai coutume de dire, et je terminerai par ça, que finalement la loi libère. La loi donne un cadre et à l'intérieur de ce cadre, évidemment qu'il faut rester extrêmement curieux, créatif, ouvert et aller saisir toutes les opportunités pour construire le projet. Pascaline, je te laisse En la train de passer sur mon main. écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran Attends, avec... je pense qu'il faut que j'arrête de partager. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que vous voyez mon écran ou Oui. pas? C'est bon? Super. Donc, les bonnes méthodes, mais je dirais plutôt les méthodes les plus adaptées, les méthodes les plus pertinentes, comme tu le disais, Séverine, à utiliser à bon escient. Donc, c'est ça qu'on va balayer. Et aussi comment elles s'intègrent dans notre réflexion plus complète hein, avec le business design et la méthode Vianeo. Donc, on va suivre un peu le chemin que tu as présenté, Séverine. Et je vais commencer par le début, hein, l'idéation et le début, la légitimité pour la méthode Vianeo en vous présentant une méthode qui s'appelle CECA.
qui nous vient de l'école des mines, hein, donc école d'ingénieurs. C comme concept et K comme knowledge. Alors, c'est quoi l'objectif de CK? CK, c'est une méthode qui est destinée à générer des idées qui sont radicalement nouvelles en jouant sur l'interaction entre ce que l'on sait, c'est le knowledge, et ce que l'on imagine, le C de concept. Alors, comment ça marche, CK? On part d'un concept, on part d'une idée souvent un peu floue, et on va explorer en la confrontant aux connaissances existantes. Alors pourquoi on l'associe plutôt à l'étape de légitimité chez Vianéo? Parce qu'elle permet d'une part d'enrichir l'idée initiale, le concept, et puis elle permet aussi de capitaliser sur les capacités de l'équipe au point de départ, ce qu'on appelle dans la méthode Vianéo les moyens à disposition, et en particulier les moyens techno. Alors, un exemple concret pour mieux comprendre comment ça fonctionne, c'est CK. Donc, on part du concept, par exemple, si on prend le parapluie, au lieu de se dire simplement on va partir du parapluie, on va l'améliorer, ben, on va formuler une idée un peu provocante. Et puis, bah, tiens, si on développait un parapluie sans toile. Et on se confronte aux connaissances, le fameux cas, ben, un parapluie sans toile peut imaginer des alternatives, hein. Par exemple, on pourrait avoir des jets d'air, on pourrait avoir des champs électromagnétiques qui repousseraient l'eau, on pourrait mettre des matériaux hydrophobes sur les vêtements. Et on fait comme ça des allers-retours entre les connaissances et le concept qui vont s'enrichir mutuellement. Alors, c'est quoi l'intérêt et la force de ces cas? Ben, que ça stimule, ça structure la créativité et ça évite de rester au stade de l'innovation incrémentale en explorant des pistes un peu plus radicales. C'est vrai qu'un parapluie sans toile, ça peut sembler absurde au point de départ, jusqu'à ce qu'un saut technologique puisse le rendre possible. Donc, première méthode, CK. Au-delà de la génération d'idées, on a aussi des méthodes pour explorer. Et dans cette perspective-là, on peut s'appuyer sur le design thinking. Alors, le design thinking, c'est sans doute la méthode la plus consensuelle et utilisée aujourd'hui. Elle est née dans les années 90. C'est une des méthodes les plus anciennes, d'une collaboration entre une université américaine et une agence de design. Et l'idée du design thinking au point de départ, c'était d'utiliser les techniques des designers pour résoudre des problèmes complexes. Alors, c'est quoi ces fameuses techniques des designers? La première, c'est d'être centré sur l'humain en plaçant systématiquement l'utilisateur au cœur de la démarche. Ça, c'est très, très ancré dans les pratiques du design. La deuxième, c'est de faire collaborer des équipes multidisciplinaires pour avoir une richesse et une exhaustivité des points de vue. Par exemple, sur un sujet dans le médical, on va réunir des médecins, des patients, des ergonomes, des ingénieurs, des designers, etc., etc. Et la finalité de tout ça, c'est de concilier trois dimensions clés, la désirabilité, la faisabilité et la viabilité d'un projet. Vous reconnaîtrez trois étapes de la marelle Vianéo. Alors, chez Vianéo, on mobilise ce design thinking surtout à la phase de désirabilité, qui est vraiment centrée sur la compréhension fine des usages et des besoins du terrain. Alors, le design thinking, c'est aussi un processus en 5 étapes, avec d'abord une phase d'empathie, une phase de cadrage qui va après nourrir la partie idéation, du prototypage et du test. Et donc, on est invité, quand on suit la méthode de design thinking, à parcourir ce chemin plusieurs fois en mode itératif. Et dans ce chemin, il y a des phases de divergence et des phases plus de convergence. Le design thinking, c'est aussi l'utilisation d'outils projectifs qui sont très, très centrés sur l'humain, comme le persona, qu'on utilise beaucoup chez Vianéo. Vous le retrouvez dans la plateforme Vianéo. Et l'intérêt du persona, c'est que ça force à se mettre dans la peau d'un utilisateur et ça permet de changer de perspective. Et c'est vrai que moi, j'ai constaté très souvent que c'était un outil très puissant, en fait, qui permettait de faire émerger des choses qu'on ne voyait pas si on était juste comme ça avec une approche distancielle des utilisateurs. Alors, le résultat du design thinking, c'est quoi? C'est des projets qui sont très, très ancrés, très bien ancrés
dans la réalité des usages. Et j'aime bien cet exemple que vous voyez sur la slide hein, de cet appareil d'imagerie médicale qui a été designé spécifiquement, conçu spécifiquement pour les enfants, pour les rassurer, pour les amuser à un moment qui est plutôt un moment anxiogène. Alors, c'est une méthode hein, qui est beaucoup utilisée aujourd'hui dans les entreprises et qui a donné lieu à des déclinaisons. Vous entendrez parler de design sprint, de design discovery. Toujours dans l'exploration, peut-être un peu moins connue que le design thinking, mais aussi une méthode très, très puissante, c'est la méthode Blue Ocean. Alors, Blue Ocean, ça a été inventé par des chercheurs de l'INSEAD, hein, et le concept principal derrière la méthode Blue Ocean, c'est l'idée qu'il faut que pour innover, il faut exploiter des nouveaux espaces d'opportunité, ces fameux océans bleus, hein, qui sont des espaces vierges par opposition aux océans rouges, qui sont des espaces déjà saturés d'offres, où il y a la concurrence qui se déchaîne. Alors pour ça, deux idées clés pour explorer et trouver ces fameux océans bleus. Tout d'abord, la méthode préconise d'aller plus loin dans l'exploration des besoins en s'intéressant aussi aux besoins des non-clients et aux besoins inconscients pour justement faire émerger des nouvelles opportunités. La deuxième idée phare hein, dans la méthode Blue Ocean, c'est qu'il faut choisir là où on va apporter de la valeur pour les clients, améliorer l'existant ou créer des nouvelles fonctionnalités, et à l'inverse, là où on peut accepter une baisse de la valeur sans que ça porte préjudice au business. En effet, c'est rare qu'on puisse à la fois être très performant sur tous les fronts et rester avec un coût acceptable. Alors chez Vianeo, on a emprunté un outil très visuel de la méthode Blue Ocean qui est le canevas stratégique que vous pouvez voir à l'écran qui permet de valider la valeur apportée par l'innovation, de montrer dans quelle mesure l'innovation satisfait mieux les utilisateurs que les solutions qui sont déjà en place sur le marché. Deux exemples pour illustrer la méthode Blue Ocean hein, que vous connaissez tous, hein, qui sont vraiment des exemples emblématiques hein, de la réussite et du succès de cette méthode. La première, c'est le lancement de la console Wii de Nintendo, qui a été la dernière entreprise à se lancer sur le marché de la console de salon, où il y avait déjà deux gros concurrents qui ciblait les gamers avec vraiment une surenchère de fonctionnalités très techniques. Et Nintendo a choisi le contre-pied en ciblant les non-utilisateurs de consoles de salon, en allant voir plutôt les familles, vous savez, le côté intergénérationnel. Et ça a été un succès fulgurant sur ce marché qui est très convoité. Le deuxième exemple, c'est le Cirque du Soleil. En fait, le Cirque du Soleil, l'idée, c'était comment on fait aller au cirque des gens qui aujourd'hui ne consomment pas du cirque. Et pour ça, donc, ils ont travaillé des choses nouvelles, hein, la scénographie, les costumes, les décors, les acrobaties, mais poussés à l'extrême pour faire des spectacles vraiment très époustouflants, très spectaculaires. En revanche, le Cirque du Soleil, hein, si vous êtes allé au Cirque du Soleil, il n'y a pas d'animaux. Pourquoi il n'y a pas d'animaux? Parce que les animaux, ça coûte cher et du coup, ils ont choisi de, entre guillemets, faire l'impasse sur les animaux. Donc voilà un peu une synthèse de cette méthode Blue Ocean. Alors, on a vu que c'est important d'explorer sous l'angle des opportunités marché, c'est clé, mais quand on veut innover, c'est pas suffisant. En fait, chez Vianeo, on complète cette analyse de la désirabilité des projets par celle de son acceptabilité. Comment l'écosystème va-t-il réagir à l'arrivée de l'innovation? Et alors, comment on fait pour ça? Ben, on change de prisme et on explore l'environnement du projet. Pour ça, les outils de la stratégie un peu classique, hein, comme le PESTEL par exemple, ou même la SWOT, sont assez efficaces, hein. On peut faire à ce stade-là une SWOT hein, qui sera surtout focalisée sur les opportunités et les menaces, hein, la partie externe. Ça peut être intéressant aussi de faire ce qu'on appelle une cartographie des parties prenantes, hein,
On va identifier qui est concerné par le projet, hein, par notre sujet, dans quelle mesure chacun est concerné, quels sont les rôles, qui sont les potentiels futurs utilisateurs, clients, les prescripteurs, les détracteurs, etc., les partenaires. Et bien sûr, l'idée, c'est d'anticiper, de voir comment on peut prendre en compte chacune de ces parties prenantes et définir un plan d'action. Alors, chez Vianeo, on a choisi cette représentation très visuelle de l'écosystème, hein, sous la forme d'une cartographie du réseau de valeurs. Et en fait, elle est intéressante parce qu'elle permet vraiment aux porteurs de projets, aux équipes projets de prendre conscience de leur environnement, de où leur projet va prendre place et de prendre tous les enjeux liés à l'écosystème, hein, qui sont à la fois des opportunités, mais aussi des risques. Alors, si on passe à la phase plutôt de conception, hein, l'aspect build, hein, dont vous a parlé Séverine, on va plutôt mobiliser le Lean Startup. Alors, c'est quoi Lean Startup? C'est une méthode qui a été développée par un entrepreneur américain qui s'est inspiré du Lean Manufacturing. Le Lean Manufacturing, ce sont des méthodes qui viennent de l'industriel, qui ont été inventées dans les années 50 par Toyota et qui consiste à produire mieux avec moins en éliminant tout ce qui est gaspillage et en maximisant la valeur. Et l'idée clé d'une startup, c'est d'accélérer le cycle de développement de l'innovation. Pour ça, il y a deux principes clés dans l'In Startup. Le premier, c'est la boucle vertueuse que vous voyez affichée à l'écran sous le principe de l'amélioration continue. Quand on veut innover, bah, il faut suivre ce chemin. D'abord, construire son offre, hein, le build, construire son offre, son produit, tester, mesurer la valeur, et puis apprendre, identifier ce qui fonctionne, identifier ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir adapter son offre en conséquence. Et ce processus, ben, on le parcourt pas qu'une fois, hein, on le parcourt de façon itérative jusqu'à temps qu'on trouve une offre ou un business model qui soit complètement économiquement viable. Et cette boucle-là, elle est totalement connectée avec le travail qui est réalisé avec la méthode Vianeo. Le deuxième principe de Lean Startup, c'est le concept du MVP. Alors, c'est quoi l'idée derrière le MVP, le Minimum Viable Product? C'est l'idée qu'il ne faut pas chercher à développer tout de suite d'emblée un produit complet, un produit qui soit parfait, avec toutes les fonctionnalités, ce qui va demander beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais qu'on a tout intérêt à commencer par une version plus minimaliste, plus simple, mais qui puisse déjà être lancée, déjà être testée par des utilisateurs, c'est-à-dire un set de fonctionnalités minimum pour intéresser les clients et leur apporter de la valeur. Et comme exemple, hein, vous voyez à l'écran, hein, on a tous été confrontés à des versions bêta de logiciels, hein, qui n'étaient pas complètement finalisées, mais tout de même mis en service par les éditeurs, justement pour pouvoir bah, les bêta-tester. Alors, c'est quoi l'intérêt de la méthode Lean Startup? C'est bien sûr, comme on l'a vu, la réduction des coûts et des délais, mais aussi de minimiser les risques, hein, puisque on s'adapte mieux aux besoins, on est plus en connexion avec les utilisateurs et on développe aussi la capacité à pivoter vers de nouvelles directions, vers de nouvelles voies si nécessaire, avec cette adaptation permanente. Alors, en complément du Lean Startup, on peut aussi utiliser le Value Proposition Canva. Alors, Value Proposition Canva a été développé par Yves Pigneur et Alexander Osterwalder, hein, dans la mouvance du business model Canvas, dont on parlera juste après. Et l'intérêt du Value Proposition Canva, c'est qu'il permet de faire parfaitement le lien entre les besoins du terrain et les solutions proposées. Ça évite bah, de proposer des fonctionnalités, hein, des solutions qui servent à rien, et à l'inverse, de passer à côté de besoins clés du marché qui auraient, justement, demanderaient le développement de solutions et qui peuvent être des belles poches de création de valeur pour le projet. Alors chez Vianeo, c'est vraiment le moment, hein, ce moment où on fait très clairement le lien dans la méthode entre la désirabilité et la faisabilité, hein, les besoins du marché et les solutions qu'on peut proposer.
Je finirai à la phase plutôt deploy hein, par le business model Canva, donc le grand frère du value proposition Canva, qui permet de bien clôturer et de synthétiser la réflexion sur la création de valeur et sur la viabilité. Alors, qu'est-ce que le BMC pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une représentation synthétique en une page hein, et très structurée d'un business model. C'est-à-dire que ça donne les variables clés pour expliquer comment une entreprise crée et délivre de la valeur à ses clients. Et il permet de réfléchir à des choses qui sont, et à synthétiser hein, des choses qui sont fondamentales quand on innove. Le client, bien sûr, mais la proposition de valeur, le modèle de revenu, la structure de coût. Chez Vianeo, c'est un outil qu'on utilise comme livrable final de toute la démarche de la Marelle Vianeo que vous avez vue. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Comme vous l'avez compris, certaines méthodes sont plus adaptées à certaines phases de réflexion du projet. Et les bonnes pratiques, c'est vraiment de les combiner pour tirer le maximum de chacune aux étapes les plus appropriées. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, hein, ce qu'on a choisi de faire au sein de la méthode de la Marelle Vianeo. Voilà, j'ai fini mon panorama des méthodes d'innovation et du coup, je vais passer la main à Bernard. Oui. Alors, merci. Je la reprends au vol. Merci beaucoup, Pascaline. C'était clair. On a envie d'en savoir un peu plus, mais c'est trop court. Et surtout, il faut encore le temps d'échanger avec Bernard sur la méthode READ. Peut-être juste en synthèse, Emma va lancer un petit sondage voilà, qui permettra de voir un peu si parmi toutes ces méthodes, déjà, lesquelles vous êtes prêt ou vous avez déjà utilisé. Alors, Bernard, je vais te laisser la parole pour nous présenter Radical Innovation Design. Alors, il y avait une question dans le chat qui demandait si finalement Vianeo n'était pas une métaméthode. J'ai envie de prendre la balle au bon et de te demander, Bernard, si Radical Innovation Design n'est pas une métaméthode. Et peut-être pour ça, tu peux nous donner une vision globale finalement de ce que couvre READ. Oui, tout à fait. Merci Séverine. Alors tu me poses the big question, hein. Euh, donc oui, c'est une métaméthode au sens où toi tu as apporté une réponse par rapport également au strategic business design. Radical Innovation Design va clairement prendre des concepts et s'inspirer d'un certain nombre de méthodes que Pascaline a citées, notamment le design thinking, hein. C'est du design thinking augmenté avec une approche modèle et une approche data. Ça va être compatible avec du stratégie océan bleu. Ça va essayer d'améliorer quelques défauts de business model Canva. Ça va utiliser des techniques que les ingénieurs connaissent bien de DAMDEC, donc d'analyse des risques par rapport aux usages. Et ça va surtout être très très orienté sur l'observation, les techniques d'observation pour mieux comprendre en fait les usages défaillants voilà, qui nécessitent un approfondissement. Donc effectivement, c'est une métaméthode. Si je pousse un tout petit peu plus loin, euh, hop, l'écran est Donc, il y a un bloqué. fil conducteur, effectivement, qui est proposé et je pense que tu vas nous le présenter. Tout à fait. Donc Ah, hop, voilà. ah, on le voyait. Ça fait beaucoup Voilà. d'écran qui clignote. Voilà. Donc, le fil conducteur, c'est que cette méthode a aussi, on va dire, Radical Innovation Design, une sorte de marelle que je vais un peu vous commenter. J'aime beaucoup les 5 preuves de Vianeo. En l'occurrence, la philosophie est un petit peu différente parce que moi, je suis parti du constat il y a une quinzaine d'années maintenant d'un certain nombre de souffrances des responsables de projets d'innovation dans les entreprises qui ne savent pas par où commencer, qui généralement ne savent pas argumenter clairement entre deux alternatives de design. Donc c'est beaucoup plus un ADN de design innovant, de design thinking, d'innovation, de créativité. J'étais plus tiré par ça que par, je dirais, le fait d'instruire des scénarios de business développement comme Vianeo, mais les deux approches vont se rencontrer. Donc au départ, on va voir que
nous, on ne parle pas d'une idée. Cette idée, on la reformule très rapidement autour d'une activité qu'on va essayer d'étudier sans concession autour des pratiquants de cette activité ou des non-pratiquants de cette activité. Et donc, l'objet du design pour nous, le périmètre légitime des questions, ça va pas être une idée, ça va pas être un périmètre socio-économique, ça va être une activité qu'on va vouloir améliorer. Et pour ça, on va se donner les moyens d'étudier en l'an 2025 tous les gens qui pratiquent cette activité. Donc, on va avoir des techniques de segmentation. Et puis, on va se poser les questions également de quelles sont les connaissances, moi, en fait, concepteur dans l'entreprise, que je vais devoir avoir ou à côté desquelles je ne dois pas passer. Donc, il y a des notions comme les connaissances profondes. On va essayer de se poser la question, qu'est-ce que je ne connais pas et que je devrais connaître? Et on va se donner des moyens. On va beaucoup développer des techniques d'investigation qui vont nous permettre, dans un temps limité, avec des méthodes de gestion de projet, pour essayer de savoir effectivement où sont les aspects causaux qui vont me permettre d'apporter des patchs, des solutions finalement aux conséquences de ces causes que sont les pain points ou les gains qui ne sont pas assez bien développés. Et, Donc, ça va interroger la R&D. Et puis, assez rapidement, nous, ce qu'on va apporter, c'est, vous voyez ici un système de production. En même temps, je dirige un laboratoire de génie industriel, donc je suis un ingénieur, mais qui essaye d'étudier scientifiquement et d'améliorer les usages. Donc, on va essayer systématiquement de mesurer les quantités de douleur, et on a développé une métrique, une mathématique pour ça, qui sont vécues par des usagers dans des situations de l'activité particulière. Quand il va réaliser quelque chose, on va essayer de peser finalement, on va essayer de peser ce qui se passe mal et on va essayer de détourer, d'avoir des outils de visualisation pour voir là où ça se passe mal. On va également essayer d'identifier où on devrait innover en fonction de ce que font les meilleures solutions existantes du marché et on va en déduire des indicateurs d'aide à la décision qu'on appelle d'effectivité, où on va générer automatiquement un petit peu ces canevas stratégiques de stratégie océan bleu pour nous dire quels sont les points forts des concurrents. Et à partir de là, on va réduire le périmètre marketing pour réduire la question du problème qu'on veut adresser. Et on pose la question au système de où est-ce que maintenant je devrais innover en connaissant les points forts et faibles de mes concurrents et les besoins des usagers. Et là, on a développé également un indicateur qu'on appelle les poches de valeur, qui va nous donner une sorte de boussole de quel doit être le problème que je dois, je dirais, définir pour partir en innovation. Donc, on va passer beaucoup de temps dans cette première partie ici à faire ce qu'on appelle du problème design, donc à définir quel est le problème sur lequel je veux innover. Donc ça, c'est une particularité de Radical Innovation Design. Et une fois qu'on a fait ça avec ces outils de support, ben, on va partir dans deux phases de créativité. Donc il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus se scander un petit peu comme Pascaline l'a montré en design thinking. On va imaginer un scénario d'activité idéal, un design d'interaction idéal, une architecture produit-service-organisation, un modèle économique idéal et on va développer un MVP qu'on va tester avec les usagers pour voir effectivement si on a une activité augmentée et on va pouvoir comparer ensuite avec les solutions du marché si notre activité est bien augmentée pour mesurer l'utilité spécifique en océan bleu de notre solution. Donc pour l'instant, c'est un peu théorique, certes, mais c'est la big picture. en tout cas, on voit bien cette logique effectivement de s'ancrer dans les besoins et les usages. Et je crois vous insistez beaucoup sur l'aspect cognitif aussi de justement de la posture pour arriver à bien passer, parce que tout l'enjeu, il est d'arriver à passer d'une vision à une autre, pull and push, comme diraient les marketeurs. Voilà, donc. Tout à fait. Donc, euh, on s'est dit que les gens qui veulent faire de l'innovation,
il faut qu'ils partent maintenant avec la meilleure connaissance de ce que les usagers vivent et les non-usagers ne vivent pas parce que ils ne veulent pas, typiquement, ils ne veulent plus pratiquer cette activité. Donc, on veut se faire une représentation assez simplifiée, j'ai envie de dire kaléidoscopique, de toutes les situations que les gens vivent à un moment donné. Et pour créer ce learning, faire ce machine learning, on a développé un modèle qu'on peut nourrir à la main en interrogeant le marché et les différentes parties prenantes, mais aussi qu'on va pouvoir de plus en plus interroger donc enfin, on va expérimenter avec des usagers et on va observer ces expérimentations. Donc là, c'est des techniques de design thinking, mais nous, on va nourrir un modèle de compréhension et de codage des situations d'usage. On va utiliser beaucoup, effectivement, également les études existantes. Et puis, on a aussi développé depuis peu des prompts ChatGPT pour nourrir ce qu'on appelle un modèle cognitif de l'activité. Donc, toute cette première phase d'apprentissage, d'observation va être représentée dans des modèles cognitifs. Et ce modèle, on va ensuite l'interroger. On va l'interroger comment, en comparant avec le RIT comparateur, c'est une méthode, les solutions existantes en termes d'effectivité, c'est-à-dire le pourcentage de satisfaction qu'on peut en avoir sur les situations d'usage représentatives pour lesquelles ce système est mis sur le marché. Et puis, à partir de là, on va se poser la question, mais finalement, vers où je devrais aller si je veux augmenter l'effectivité de ma solution innovante. Et là, on a une méthode qu'on appelle le RIT Compass, la boussole, où on va générer des poches de valeur. Et ces poches de valeur sont donc des directions pour améliorer l'effectivité de la solution dans l'activité. Et ce sont autant de points de départ pour les idéations. Donc, c'est ce qu'on appelle en idéation des questions qualifiées. Je pars en créativité avec ces poches de valeur qui m'indiquent où des segments d'usagers représentatifs connaissent des pains ou ont des volontés de gains qui sont inassouvis par les solutions existantes. Alors Donc, justement, peut-être, pardon, ouais, je te coupe, mais du coup, vous avez un fort enjeu qui est d'aller vraiment observer finement des variables d'usage et de la réalité qui permettent, alors peut-être je vous propose d'aller sur ce mm, point-là avant d'avoir une vue globale. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller trop en profondeur et on va vous mettre le lien vers le livre blanc, comme ça vous pourrez approfondir. Mais voilà, quelles sont un peu ces variables qui permettent d'observer l'activité pour laquelle on veut ouais. apporter une solution Donc valeur ajoutée. on a effectivement une sorte de microscope, nous, qui consiste à dire que on peut considérer ici un canevas un petit peu de l'activité. C'est ce qu'on appelle le modèle du système d'activité d'Ungerström, qui décompose en composantes élémentaires une activité. Donc une activité, c'est un sujet qui est un objectif, qui va pratiquer une activité, qui est divisée en différentes parties. Dans une communauté, il y a certaines règles à respecter et on va avoir une organisation, un produit ou service pour permettre de réaliser cette activité. Donc nous, l'observation, ça c'est le regard qu'on a quand on pose le problème. Donc on va essayer de voir un petit peu toutes les sources d'innovation par rapport à cette décomposition et on va particulièrement dans nos algorithmes d'aide à la décision injecter les dimensions des segments d'usagers équivalent un petit peu à la notion de demandeur chez Vianeo, les solutions existantes, les situations d'usage dans lesquelles on se trouve, pour lesquelles on peut avoir des situations de douleur, et les performances, les pains, gains et jobs to be done. Ça, on va les injecter et on va avoir un mélange, un croisement des dimensions pour avoir nos indicateurs de poche de valeur qui vont nous piloter sur une innovation utile. Alors, je te propose peut-être pour Ouais. avoir une vision finalement globale de l'approche, c'est de peut-être de conclure. Malheureusement, le temps file, mais voilà, par cette représentation intéressante qui montre bien qu'on est dans un projet, vraiment dans une perspective de conception avec le design qui s'insère à tous les niveaux. Euh, voilà, et toutes ces méthodologies et ces approches. Donc, c'est peut-être que là, on pourra dire que oui, RID est aussi une métaméthode. C'est une métaméthode, on voit avec de gauche vers la droite, effectivement, on investigue les connaissances,
on modélise le problème et on prend une décision sur la réduction du périmètre marketing et sur les poches de valeur qui nous permettent de partir dans la conception de la solution produit-service et du modèle économique. Et ça, c'est fait de manière outillée avec des outils d'aide à la décision. Voilà, on a mis les liens dans le chat. Donc, désolé, c'est très rapide, mais on sait bien que voilà, le but aussi, c'est de pouvoir poursuivre ces échanges. Donc, je vous propose de passer aux questions-réponses. Il y en a pas mal dans le chat. Ça discute et ça discute de manière approfondie. Merci beaucoup, Bernard, vraiment, pour on va dire, cet avant-goût. Je vous invite vraiment, vous avez accès au livre blanc pour aller plus en profondeur. Alors, on a un certain nombre de questions. Je vais peut-être commencer par une question qui a été posée pour laquelle je n'ai pas apporté de réponse euh, dans le chat, qui est sur est-ce que la méthode Viadneo est adaptée au transfert de technologie, par exemple, est-elle pour l'open innovation? La réponse est oui, tout à fait. Le but du jeu, c'est que des parties prenantes différentes et parfois même divergentes arrivent à s'entendre. Euh, euh, peut-être, euh, Bernard, si tu peux arrêter le partage, comme ça, on va tous se voir et puis on reviendra ensuite. Mais donc voilà, donc oui, l'objectif est d'arriver à partager une vision commune en justement structurant et synthétisant l'ensemble des visions que les uns et les autres ont sur le projet. Donc oui, c'est tout à fait une démarche possible en open innovation. Là, il y a aucun doute, on a eu beaucoup d'exemples en la matière. Euh, Peut-être une autre question. On a répondu sur l'histoire du minimum viable produit. Alors, on n'est pas, on ne prétend pas à l'exhaustivité avec toutes ces méthodes. Il y en a des tonnes et on voit d'ailleurs que dans le chat, certaines personnes en parlent d'autres, de nouvelles. Nous, on est totalement ouverts à les découvrir, à voir comment elles peuvent se plugger à la systémique de Vianeo. Donc surtout, n'hésitez pas et on les étudiera en profondeur. Tout. Alors, En fait, le calendrier n'était pas à jour des congés. Le mien est toujours. hop, je vous mets sur mute. J'essaie de trouver donc Value Design dans 2 jours sur la même newsletter. Donc, donnez-nous le lien, très bien. Olaf, on ira voir. Très curieuse de la découvrir. Euh, le sujet de la performance versus robustesse, là, je vous invite vraiment à aller suivre Olivier Hamon et voir des vidéos sur YouTube. C'est passionnant et je pense que effectivement, on va de plus en plus en parler parce que dans le monde dans lequel on est, on va parler de plus en plus de robustesse plus que de performance. Mais pour moi, il n'y a pas de sujet. Les méthodes sont possibles et accessibles dans un monde comme dans un autre. Enfin dans un objectif comme dans un autre. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse, on a quelques minutes. Euh, Peut-être que j'en ai loupé dans le chat, mais si vous voulez prendre la parole pour en poser, n'hésitez pas. Euh, Personne ne... Alors, il y en a une qui est intéressante sur le fait qu'il semble que la présentation des constituants dans la marelle est un cadrage méthodique, sauf que l'opérationnalisation nécessite un approfondissement majeur et une suite de la réflexion. En fait, une méthode n'est effectivement qu'un cadrage et le but, enfin, et ça n'enlève rien à l'enjeu d'opérationnalisation ou si ce que vous voulez dire, c'est d'aller au front, d'aller confronter à la réalité, d'aller en profondeur dans les sujets. Voilà, l'enjeu, il est bien là et la méthode n'empêche pas celui qui se cache derrière la méthode pour ne pas le faire. Eh bien, il a toutes les bonnes chances de se planter. Delphine, tu as une question. Attends, tu es sur mute.
Oui, ben merci pour les présentations. En fait, c'était très clair et hyper intéressant d'avoir un focus en fait sur chaque méthode. Moi, j'avais une petite question sur la méthode READ. J'ai, j'ai eu l'impression qu'elle était utilisable majoritairement pour des innovations incrémentales, mais peut-être plus difficilement sur des innovations de rupture. Et du coup, bah, je voulais en savoir un petit peu plus en fait sur des innovations justement où bah, l'activité, elle est pas implantée, elle n'est pas présente. On ne sait pas comment elle va être, le réseau de la valeur, il n'est pas encore construit. Est-ce que c'est utilisable en fait dans ce cas-là? Euh, dans de très 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 nombreux cas, les activités existent déjà, mais sous des formes différentes. Donc l'idée, c'est pas d'essayer d'apporter un produit dans un secteur où il y a déjà une ligne de produit qui existe. C'est pour ça que le fait de raisonner à l'aune d'une activité, avant que Steve Jobs sorte l'iPad, on feuilletait son journal papier, quoi. Donc on lisait le Oui, papier, d'accord. Ok. et donc mais on avait des Oui, frustrations probablement, on avait les mains sales. D'ailleurs, dans sa démonstration sur le podium, il faisait cette démonstration-là. On pouvait pas. ok. Voilà, donc en fait, le fait mais évidemment, il y a des activités nouvelles qui apparaissent dans la société, mais pas tant que ça en Mm. l'occurrence. Ouais, en fait, c'est l'accompagnement d'une mutation d'activité. Oui, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, Il y a Oui. des d'accord. solutions qui existent, mais Mm. qui peuvent être très loin de l'innovation qu'on apporte, en fait. C'est comme le papier-crayon par rapport au logiciel de compta, peut-être. Est-ce qu'il y a une autre question? Florian. Je me permets, oui, de prendre la main. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre d'une équipe qui serait circonscrite à un centre de R&D ou dédiée à un projet ou un service, l'utilisation de ces méthodes est intéressante. Par contre, dans le cadre de la mise en place d'un système de management de l'innovation globale, avec une autonomisation des équipes, comment on peut s'assurer que la qualité de l'utilisation des méthodes perdure dans le temps? J'ai envie de dire, alors que là, c'est le propre du système de management de l'innovation qui doit être systémique et qui doit du coup avoir des éléments. Justement, il y a un chapitre dans la norme qui est au sujet du leadership, au sujet des supports, qui doit apporter finalement, quelque part, tous les enjeux de formation, d'échange, de communauté de pratique, etc., qui sont autant d'éléments qui permettent à peut-être une équipe de pas être seule et faire les choses dans son coin à sa manière, en fait. Donc il y a une espèce de contrôle, entre guillemets, dans le bon sens du terme, de qualité intrinsèque passe par la structure du système de management de l'innovation. À mon avis, et c'est de la responsabilité aussi de ceux qui sont en charge du système de management de l'innovation que de s'assurer que l'application, sont les bonnes. Et puis après, plus ça se diffuse, je pense que, enfin, moi j'ai vraiment vu l'évolution en 15 ans de l'usage de ces méthodes. C'est que plus que ça se diffuse, plus les gens sont au fait, plus les gens vont s'auto-corriger ou se mutuellement en se disant non mais attends, là tu prends pas la bonne posture. Ou donc espérons qu'à un moment donné, ces méthodes seront totalement diffusées et utilisées et on les prendra dans le bon sens. Merci. Voyons ainsi. Alors j'en profite justement pour partager les résultats du sondage. Donc le design thinking et le business model Canva gagnent le sondage, qui n'est pas très étonnant. En revanche, je suis étonnée que Lean Startup arrive plus loin. Mais c'est ainsi. Alors il est l'heure et on n'aime pas dépasser parce que tout le monde mais je voulais juste vous partager un dernier élément, mais que j'ai perdu là, sur mon écran. Alors, attendez, je voudrais revenir sur ma présentation. Oups, désolé, là j'étais sur le lien. Voilà. Donc avant de vous quitter, donc nous étions là et pour information, donc
J'insiste sur le fait que pour moi, les méthodes sont enfin pour nous, les méthodes sont des enjeux de questionnement et pas de réponse. C'est des cadres. Et donc, j'ai la joie de vous annoncer la sortie bientôt d'une IA de questions, Néo, qui va pouvoir guider le porteur de projet dans un questionnement. Donc à suivre, si vous voulez en avant-première avoir des informations, bah, vous pouvez évidemment nous suivre sur LinkedIn, mais également nous mettre votre mail dans le chat, euh, puisque ça va, voilà, c'est une sortie très prochaine. En tout cas, merci à tous pour votre présence. On espère que tout ça vous inspire et vous aide à toujours mieux innover, puisqu'on en a tant besoin. Et à très bientôt pour poursuivre nos échanges sur ces sujets passionnants. Merci à vous. Merci beaucoup, Bernard, et à très bientôt. Merci. Au revoir à tous.